ouvrir le débat. On va commencer par une question essentielle. En tout cas, on va pas tourner autour du pot. La situation devient assez critique au Cameroun. De plus en plus, on observe cette montée du tribalisme. C'est vrai qu'il y a eu des faits avec des sorties de certains hommes politiques, alors élites politiques au Cameroun, mais il faut l'avouer, ce n'est pas la seule cause. C'est ce qu'on observe, et surtout à la veille des consultations, alors des élections dans notre pays, le Cameroun. On va faire donc le tour, ou alors un détour sur l'histoire, parce que selon certains analystes, nos invités ici sur le plateau le diront ou pas, le problème c'est la méconnaissance, alors la connaissance ou méconnaissance de notre histoire. L'histoire du Cameroun serait donc la clé, bien sûr, l'enjeu au cœur de cette situation que nous vivons, bien sûr, au Cameroun. Passion Parfum d'Homme, je vais me faire le plaisir d'ouvrir le plateau avec vous sur cette question. Quand la méconnaissance de l'histoire devient source de division au Cameroun, à quel niveau notre histoire aujourd'hui, vous faites partie de ces acteurs principaux, ici bien sûr politiques, au Cameroun, et tout ce qu'on est en train d'observer, on met l'histoire au cœur. Passion Parfum d'Homme. Vous savez, il est pratiquement impossible aujourd'hui pour les générations actuelles qui veulent redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse, oui, replacer l'Afrique au centre du jeu mondial, si cette génération-là ne fait pas un effort de se réapproprier de ce que j'appelle cette vérité historique de leur propre pays. Oui. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, l'histoire de votre continent, vous êtes complètement disqualifié pour parler sur la place publique des questions qui concernent la politique de votre pays. Okay. Parce que il y a un lien forcément. Il est mortel, ce lien. Et parce que justement, vous risquez d'être dans un espace qui est à la fois délicat, mais aussi extrêmement passionnant. Oui. Mais comme vous ne maîtrisez pas justement les tenants et les aboutissants de ce que votre pays a été, de ce que votre continent a été, vous commencez à vous embourber dans des déclarations à l'emporte-pièce qui ne cadrent pas du tout avec la réalité historique de votre propre pays. Ouais. Un pays comme le Cameroun, on oublie assez, il n'a pas commencé avec nous qui sommes sur ce plateau. Il n'a pas commencé avec nos prédécesseurs. Il n'a pas commencé non plus même avec le Ruben Munyobé. Oui. Il est antérieur à tout cela. Il est aussi l'un des espaces où une violence inouïe s'est abattue sur le continent africain avec cette Nakba qu'on appelle la traite de Noirs. Elle s'est abattue sur cet espace avec dans toute sa violence. Mais elle a aussi eu des moments et des espaces de résistance et des gens qui se sont opposés à cette tentative, n'est-ce pas, du monde occidental de ravaler au rang des bêtes sauvages l'homme noir. Et ça a continué. Il y a un continuum avec des legs de génération en génération qui ont aussi abouti, par exemple, lors de la pénétration allemande au niveau du Cameroun. Il y a eu des résistances terribles, de fortes résistances qui nous ont donné lieu de connaître, pour ceux qui s'intéressent pas à l'histoire, à des figures qui ont structuré la résistance camerounaise. On parle de Dola Magabel, on parle de leur prison, mais on doit aussi parler de Madola au niveau de Kribi, de Sonem Mbok, le grand chef Banen, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont la résistance Banen, pour ceux qui s'intéressent à cette question-là, était assez farouche à la pénétration allemande. On doit parler de la méthode de Kalfou, à l'extrême nord du pays. On n'en parle pas beaucoup. Vous savez que une zone comme Kousséri, presque jusqu'au dernier jour du départ des Allemands, il y avait encore des combats en termes de résistance parce que les populations refusaient carrément que les Allemands leur imposaient leur diktat. On ne parle pas de bataille pour Samba, Chalatangana et autres. Donc, le Cameroun, dans sa profondeur, a toujours résisté à la tentative, n'est-ce pas, de vouloir dominer son peuple, ses populations et son espace. On n'aurait jamais eu Ruben Munyobé sans ses luttes. Oui. On n'aurait jamais eu Félix Houphouët-Boigny sans ses luttes. On n'aurait jamais eu le grand Ernest Ouandjé sans ses luttes. Donc eux-mêmes, ils ne sont rien d'autre que
la conséquence du legs de la résistance nationale. Ils sortent de ce moule-là. Ce moule-là est leur référentiel. Et c'est à partir de cela qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que les gens tentent de nous démontrer que les Camerounais se regardent en chien de faïence et sont prêts à prendre le couteau et la machette pour s'entretuer. Mais pourquoi justement cette histoire, c'est-à-dire avant les Ruben Oumniobé, entre autres, n'est pas forcément présenter ou raconter ces héros, ceux-là qui ont combattu avant tous ces héros que nous connaissons, du moins Ruben Oumniobé, Douala Mangabel, il y a eu d'autres. C'est quand même de la responsabilité de l'État, entre autres, Passion Parfendum. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que nous avons hérité d'un État qui a des problèmes avec l'histoire, avec le passé récent. Ils étaient de mauvais côté de l'histoire. Donc pour eux, enseigner l'histoire dans sa globalité pose un problème. Je vous rappelle que le gouvernement du Cameroun, à travers le président Paul Biya, a mis sur pied une commission de la réécriture de l'histoire du Cameroun. Oui. Cette commission est antérieure à la proposition de Macron pour réécrire seulement la petite partie qui concerne la lutte de libération nationale. Mais cette commission-là, jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionne pas. Elle est incapable de rendre le monde, même des rapports d'étape de son travail. Pourquoi? Parce que ces gens ont un violent problème vis-à-vis de l'histoire. Ce gouvernement, ce régime qui nous dirige n'est rien d'autre que la continuité du régime néocolonial qui a été mis en place à Yaoundé et qui a été constitué de gens qui étaient contre même l'idée d'indépendance. Donc ils ont un problème vis-à-vis de l'histoire. C'est pour ça que l'histoire les gêne. C'est pour ça qu'on tente chaque fois d'exacerber les contradictions ethniques pour donner l'impression que cette fois-ci c'est la mort. On est prêt à prendre un couteau au niveau des populations pour s'entretuer. Mais moi j'ai vécu et j'ai grandi dans un quartier populaire, ou bien populaire, excusez-moi, qu'on appelle Nebel. Oui. On a vécu dans notre enfance en bonne intelligence avec tous nos amis. Ils étaient Bamlékés, ils étaient, comment on appelait vulgairement, Aoussa, ils étaient des Mbamois, ils étaient des Bétis. Nous avons, et on a continué avec cette fraternité jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Dans le quartier où j'habite actuellement, le Baba, cette ambiance continue. Mais chaque fois qu'on commence à voir point à l'horizon les questions de ce que vous appelez les échéances électorales, alors là, subitement, paf, on fait des constructions de quelque chose de terrible qui va s'abattre sur le Cameroun parce que, soi-disant, tel a pris des terres de tel pendant les maquis. Wandji a constitué une équipe de mercenaires pour arracher les terres d'Embo. Mais entre-temps, Wandji a été tué en 71, je vous le rappelle, et l'État qui était censé donc rééquilibrer le jeu en faisant justice, a été incapable de rétrocéder cette terre qui était arrachée au Mbo. C'est vous dire que nous sommes dans une véritable architecture d'un flou artistique qui ne dit pas son nom. Je dis aux gens, faisons attention quand on s'occupe d'histoire. Parce qu'on s'attaque à des symboles qui ont été très grands, très hauts. Non seulement au niveau du Cameroun, mais même au niveau du continent africain. Quand on parle de quelqu'un comme Wandji, les gens oublient qu'il a été celui qui a tenu Nelson Mandela par la main en Algérie et au Maroc pour l'aider à commencer à constituer lui aussi son Umkoto Wassizé, la branche armée de l'ANC. C'est Ernest Wandji. Quelqu'un qui a tout donné pour qu'on ait notre Cameroun, un Cameroun de paix. L'organisation dont il appartenait, dont on veut nous faire croire aujourd'hui, c'était une organisation de mercenaires. Mais ils se sont dit, parmi les problèmes qu'il y avait à résoudre, il y avait le problème de la langue de communication. Ils ont choisi le Fulfulde comme proposition de langue nationale pour le Cameroun. Ils n'ont choisi ni le Mindumba, ni le Bassa, ni le Fefe, ni le Bamoun, parce que je prends les différentes têtes qui correspondent à la haute direction de l'UPC. Ils sont allés chercher le Fulfulde. C'est vous dire le niveau que ces gens de conscience et de patriotisme qui habitaient ces gens, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on constate là maintenant et qu'on voit aujourd'hui. J'ai la chance, je sors par là, d'avoir quand même eu pour camarades au niveau de la direction de parti, au niveau de bureau politique, certains anciens qui ont été dans cette lutte-là. Je suis Maître Michel Ndor, membre du comité révolutionnaire.
Je cite Samuel Makiti, Oui. je cite Moukoko Priso, je cite Makebentola Adolphe, qui a fini à l'ANK comme le commandant en chef au niveau du département de la Ménois. Je cite Ndiasep Mathieu, je cite Batoum Frédéric, qui était l'un des premiers compagnons de Ruben Oumyobé, et j'en passe. Je ne sais pas oublier les Ngania Flaubert et consorts. Mais tous, quand tu les écoutais pour parler de Ernest Ouandjé, ce n'est pas le Ernest Ouandjé que j'ai entendu. Oui, récemment. Récemment, un Fourbe Saké. Ce n'est pas le même Ouandjé qu'a épousé Marthe Digne, une digne fille, Bakoko de Deya, qui était entourée principalement. Ses principaux lieutenants autour de Ouandjé, c'était le Makementolo, qui était de Bombari, c'était les Kwalanoé, qui étaient de Deido, c'était les Soso et Congolo, c'était les Mouanguins qui étaient de Bonakouaman. Voilà ses principaux lieutenants. Comment un type pareil peut avoir pour feuille de route le fait d'aller massacrer les peuples mbos dont il se battait justement pour réhabiliter. Maintenant, il y a une autre histoire qu'on peut revenir là-dessus pour expliquer que la question des conflits qui concernent les fonciers sont largement antérieurs même à la création de l'UPC dans cette zone-là. Largement antérieurs. Au contraire, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que là encore où il y a de grandes propriétés foncières et agricoles, ou donc certains ont fait le même base, c'est par exemple là où on cultive la banane. Mais là où on cultive la banane aujourd'hui, cette fameuse société PHPH, je crois, qui fait de la banane, c'était quand même des plantations qui appartenaient à des locaux, à des Camerounais. Ces plantations leur ont été arrachées pour constituer une société qu'on appelait l'OCB, l'Office camerounais de la banane. On payait 25 000 francs à ces planteurs qui pourtant gagnaient largement des centaines de milliers de francs à chaque production de la banane. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens continuent de réclamer des terres dont une société française en a fait une OPA, on n'en parle pas. On continue d'embrouiller les gens pour diviser les populations et donner l'impression que le Cameroun est au bord d'une guerre tribale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc à la jeunesse, faites attention, ce n'est pas au cours d'une émission que je vais tout déballer, mais faites attention, allez là où c'est important, il y a des chercheurs, il y a des hommes importants que vous pouvez toucher, que vous pouvez consulter, et ils vous diront que quand j'ai été à Maroua, j'ai été dans ce quartier où habitait Félix Soudan Moumié et que ces gens m'ont parlé de Félix Soudan Moumié, eux qui étaient du côté de Maroua, où il a été affecté, je n'avais pas l'impression que c'était les gens qui avaient pour plan aller arracher la terre des gens. Merci à vous, patient Parfendom.